les réticences que la jurisprudence mettait à reconnaître l'existence, l'applicabilité du secret professionnel. Et là au fond, elle se découvre. Il y a quelques éléments, il faut quand même que je vous les lise. Fallait-il placer sous écoute cette ligne découverte un peu par accident et dédiée, on le dit dans l'arrêt, dédiée aux relations exclusives du justiciable en question et de son avocat. Et en fait, on va dire que l'ensemble des échanges entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, identifié lui aussi comme avocat, ne sont pas couverts par le principe de confidentialité et de secret professionnel. Tout simplement, n'en tirons pas de conséquences excessives sous prétexte qu'on avait prévenu le bâtonnier. Parce que ça, c'est un autre point un peu marginal. Mais quand on avait placé Nicolas Sarkozy sous écoute, puisque c'est pas Herzog, c'est Sarkozy qui a été placé sous écoute, on avait prévenu le bâtonnier compte tenu de la qualité d'avocat de Sarkozy. Mais on nous dit, cette qualité d'avocat n'a rien à voir, même si on a pris la précaution de l'utiliser pour justifier que l'on prévienne l'avocat. Se posait aussi une autre question, celle de savoir si la conversation entre un avocat et son bâtonnier était ou non couverte par le secret professionnel. Toujours dans le même arrêt, puisque Thierry Herzog avait téléphoné à ce sujet au bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, qui était le bâtonnier de l'époque. Eh bien, figurez-vous que la Cour va dire non, ça c'est couvert par le secret professionnel parce qu'il n'y a pas d'infraction à reprocher au bâtonnier. C'est-à-dire que ce n'est pas la conversation qu'on ne peut pas écouter, on peut très bien l'écouter, d'ailleurs même il faut l'écouter pour savoir si le bâtonnier n'est pas dans le coup. Donc c'est sous cette seule réserve du fait que le bâtonnier, apparemment, ce jour-là, il avait été prudent, que le bâtonnier n'avait pas participé à une quelconque opération infractionnelle, que les écoutes entre Thierry Herzog et le bâtonnier Sûr ont été annulées. Mais sous cette seule condition. Restait un troisième problème. Ce troisième problème, il est amusant, c'est secret du délibéré, parce que les juges d'instruction, considérés comme plus nourris qu'élevés par la Cour de cassation, avaient eu le culot d'aller pratiquer une perquisition à la Cour de cassation et ramasser quelques papiers, ne serait-ce que pour savoir si Gilbert Azibert, avocat général de la Cour de cassation, avait ou non accès à des éléments du délibéré qui était en cours. Là, on a dit quand même qu'il y avait quelque chose de sérieux, c'était le secret délibéré, tout a été annulé. De poids, de mesure, diront de mauvais esprits. Moi, je ne dis rien, c'est vous qui voyez. Mais il faut sur ce sujet que vous ayez connaissance de ce qui est le résumé, le considérant fondamental de cette décision. Aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à l'enregistrement et à la transcription des propos d'un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d'un tiers régulièrement placé sous écoute. Dès lors que, comme en l'espèce, en premier lieu, cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée en garde à vue dans la procédure en cause. Et en second lieu, ces propos seraient-ils échangés avec un client habituel dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la défense dans la dite procédure ou dans toute autre, révèle des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale. Voilà ce qui est possible selon un arrêt qui a 3 mois. Voilà quelle est aujourd'hui cette extraordinaire peau de chagrin que représente le secret professionnel. Voilà pourquoi il y a plus de 30 ans, Damien avait raison de dire « Feu le secret professionnel » qui, disait-il, allait fondre comme neige au soleil, il n'y a plus de neige, il n'y a plus que de l'eau. Mais on s'est dit, en réalité, on a un espoir. La France s'égare, mais l'Europe va la sauver.
car nous avions sous le coude, depuis très très longtemps, une vieille affaire de secret professionnel avocat-client écoute téléphonique qui était en instance pendante devant la Cour européenne de Strasbourg. Et on s'était dit, les juges français, ils ne savent pas ce qu'ils auraient les attendre. Cette belle jurisprudence du 22 mars, elle va finir à la poubelle parce qu'à Strasbourg, on sait ce que c'est que les droits de l'homme. Et là, c'est le 16 juin 2016. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'est pas dans l'actualité la plus brûlante. C'est le 16 juin 2016 qu'est tombé l'arrêt de la CEDH. Alors, comme tout le monde ne connaît pas nécessairement le contexte, je vous le resitue en quelques mots. Nous sommes en 2002. Vous l'avez oublié, mais c'était la crise de la vache folle. Et il y avait un embargo sur la viande de bœuf britannique. C'était le bœuf du Brexit, il était en avance. Et il y avait une suspicion qu'un organisme commercial qui s'appelait Buffalo Grill ait méprisé, méconnu l'embargo sur la viande de bœuf britannique, et il y avait une poursuite pénale. Dans le cadre de cette poursuite pénale, 3 salariés de l'entreprise, des cadres de bon niveau, sont placés en garde à vue et sont assistés par la même avocate, laquelle est collaboratrice d'un cabinet de droit pénal des affaires. On peut d'ailleurs dire les noms parce que tout ça s'est étalé dans la presse très largement. Et lorsqu'elle a assisté les 3 salariés de Buffalo Grill, elle sort du commissariat, elle saisit son petit téléphone et elle appelle le patron de Buffalo Grill. Elle dit, cher monsieur, j'ai assisté X, Y et Z, voilà les questions qui lui ont été posées, voilà les sujets qui intéressent la police, voilà ce qu'ils paraissent savoir, bref, elle lui raconte la garde à vue. Alors, je pense que vous connaissez tous l'article 63-4 du Code de procédure pénale. L'avocat ne doit révéler à quiconque, sous le contrôle de Vincent, ne doit révéler à quiconque ce qu'il a appris au cours de la garde à vue pendant le délai de la garde à vue. C'est un secret à durée très brève, puisqu'il ne concerne que la durée de la garde à vue, selon le texte. Mais en tout cas, il faut le respecter. Bien évidemment, elle ne le respecte pas. Et au passage, elle révèle ce qu'elle sait de l'enquête, et vous savez que l'article 226-13 est un peu particulier, puisque ce n'est pas seulement la révélation du secret professionnel. En réalité, à travers l'article 226-13, l'infraction consistant à violer le secret de l'instruction est considérée comme une violation du secret professionnel. On n'est pas à l'instruction, on est dans le secret de l'enquête, puisqu'on n'est pas à l'instruction. Mais peu importe. Voilà le contexte. Et cette jeune consoeur, car elle avait peu d'exercice à l'époque, se voit l'objet d'une demande du parquet général de poursuite disciplinaire. Quelque part, je dirais que ça ne se passe pas trop mal, puisque ce n'est que disciplinaire. Ça aurait pu être pénal sur le terrain de 226-13. Mais le parquet général est relativement raisonnable. Va être entraîné. Alors je pense que le mot entraîné n'est pas conforme, parce qu'il faut lui rendre l'hommage qu'il mérite. Son patron dit « Stop, la petite, elle a fait ce que je lui ai demandé. C'est moi le responsable. » Et il va être poursuivi et considéré comme, lui, il a à l'époque, je ne sais pas, 30 ans d'exercice, donc il n'est pas débutant, et ils vont être condamnés tous les deux. Mais avant d'être condamné, va être soumis la problématique de la possibilité d'écouter la conversation entre cette avocate et le client, parce que le client qu'elle informe des autres gardes à vue est bien aussi son client, c'est le client du cabinet, mais c'est son client. Et toute la question est là. Au passage, battons notre coulpe, mes chers confrères, ni toi ni moi n'étions à l'ordre, Vincent, on peut y aller. À l'époque, c'est le Conseil de l'ordre statuant en formation disciplinaire qui a rejeté cette exception. J'aurais aimé qu'elle fût accueillie, même s'il avait fallu que la Cour d'appel et la Cour de cassation réduisent à néant cette résistance de l'ordre. Mais c'est ainsi. Et donc, après une procédure très compliquée sur le détail de laquelle je ne reviens pas, il y a eu 2 pourvois en cassation dans ce dossier, l'affaire arrive, les faits étant de 2002, l'affaire arrive,
donc devant la Cour de Strasbourg. Et la Cour de Strasbourg va dire les écoutes sont effectivement une ingérence. Mais elle va poser un principe. Et je vous demande d'écouter bien le principe parce que c'est au fond la règle qui vaut aujourd'hui. La règle, je le répète, est du 16 juin 2016. Le secret professionnel des avocats a une grande importance tant pour l'avocat et son client que pour le bon fonctionnement de la justice. Il s'agit d'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une société démocratique. Ils sont bien à Strasbourg. Et on se dit, en lisant ça, on croirait de l'Émile Garçon en 1897. Je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. Sauf qu'elle ajoute immédiatement une précision. Il n'est pas, le secret professionnel, il n'est pas pour autant intangible. Ah bon? Bon, autrement dit, attention les amis, ni général, ni absolu, ni illimité. Il n'est pas intangible. Il pourrait être discuté s'il n'était pas organisé, enfin du moins si sa violation n'était pas organisée sur une base légale. Mais ce n'est pas le cas en France, il y a les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale que j'évoquais tout à l'heure, donc il y a une base légale. Non seulement cette base légale existe, mais elle est vraiment légale au sens de la qualité, de la hiérarchie de la norme, il s'agit bien d'une loi, et en plus, la surveillance, le respect de cette norme légale est organisé par un juge. Que demander de plus? L'article 700 existe, et bien sûr, va dire Strasbourg, on va dire l'article 100, les articles 100 et suivants ne disent pas qu'il faut que l'avocat soit dans l'infraction. Mais d'autres arrêts l'ont dit. Bon. Bien sûr, les articles 100 ne disent pas non plus que si ce sont des faits étrangers à la saisine du juge qui a placé sur écoute, c'est valable. Mais des arrêts l'ont dit aussi, donc où est le problème? En plus, il faut une prévisibilité. Ah, ça fait partie de ces notions que la Cour de Strasbourg est bien, mais la prévisibilité de l'écoute, elle existe. Puisque la prévisibilité de l'écoute, c'est la connaissance des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale. Et comment un avocat ignorerait, puisque c'est d'un avocat qu'il s'agit, comment un avocat pourrait-il ignorer la loi? Il est mieux placé que quiconque pour la connaître. Non seulement il existe, mais on est sûr qu'il la connaît. Et il connaît aussi l'article 226-13, le bougre. Ce qui fait qu'il a une double raison de se méfier. Alors voyons si ce qu'on appelle les intérêts poursuivis, le but poursuivi est légitime. Ah oui. Ah oui, c'est la défense de l'ordre. Alors, on ne voit pas quel meilleur but légitime on pourrait poursuivre, me dit Strasbourg. Y a-t-il une proportionnalité entre l'ingérence, puisque l'écoute, dit Strasbourg, est une ingérence, mais elle peut avoir sa légitimité, ou sa légitimation, comme vous voulez. Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre ce placement sous écoute d'un avocat et de son client et l'ingérence en question? Ah oui, non, il n'y a pas de difficulté, puisqu'il s'agit purement et simplement de défendre l'ordre. Alors quand on lit ça, dans un arrêt de la Cour de Strasbourg de 2016, on se prend à rêver à ce que fut le temps passé. Et la Cour, la même, alors évidemment autrement composée, on est en 1992, 25 ans, presque 24 ans plus tôt. Que disait la Cour de Strasbourg? Je vous lis le considérant essentiel. Prévu par la loi et poursuivant des buts légitimes, la perquisition dans un cabinet d'avocats n'est pas pour autant nécessaire dans une société démocratique. En l'espèce, la fouille empiète sur le secret professionnel à un degré qui se révèle disproportionné en l'occurrence. On était sur une perquisition dans un cabinet d'avocats, là on est sur une écoute avocat-client, enfin c'est la même chose, c'est une façon de fouiller dans l'intimité professionnelle de l'avocat. En 92, c'était disproportionné, en 2013, c'est à nouveau proportionné. Quant au contrôle juridictionnel, oui,
il existe la possibilité d'une exception de nullité. Je vous disais tout à l'heure que cette exception de nullité en première instance avait été rejetée par l'ordre des avocats, ce qui n'est visiblement pas tout à fait à notre honneur, mais c'est ainsi. Et la Cour de Strasbourg conclut de la manière suivante. Le secret professionnel des avocats qui trouve son fondement dans le respect des droits de la défense du client ne fait pas obstacle à la transcription d'un échange entre un avocat et son client dans le cadre de l'interception régulière de la ligne du second, le client, lorsque le contenu de cet échange est de nature à faire présumer la participation de l'avocat lui-même à une infraction et dans la mesure où cette transcription n'affecte pas les droits de la défense. Autrement dit, Strasbourg reprend les deux conditions qui sont celles de la Cour de cassation dans les arrêts du 22 mars. Premièrement, la condition de participation de l'avocat à l'infraction, ça date pas du 22 mars 2016, c'est bien plus ancien, on en a parlé. Et le fait que cette transcription n'affecte pas les droits de la défense, ça, c'est un élément que la Cour de Strasbourg reprend. D'ailleurs, il y avait une anecdote dans l'affaire du Buffalo Grill qui était assez extraordinaire. Ils ont été assez habiles de ce côté-là. C'est que, autant la conversation entre la jeune avocate dont je vous